J'ai rencontré Jean-Baptiste l'an dernier à un lancement du réseau Mallette alors qu'il nous faisait une conférence sur l'entreprise libérée. Durant sa conférence, il a dit quelque chose qui m'a profondément marqué puis qui me reste en tête depuis, puis j'avais envie d'aller explorer ça avec lui. Il disait, si j'avais à libérer une entreprise, je le dirais pas, je le ferais. Jean-Baptiste Dernoncourt est l'ex-PDG du Carrefour Roumanie. Il est connu pour y avoir co-construit une entreprise libérée qui compte 17 000 employés. Il travaille maintenant sur une autre transformation ici au Québec dans l'entreprise Copap. Sa philosophie, et pas mal la mienne aussi, est que les femmes et les hommes sont bons et travaillent mieux quand ils sont libres. Mais pour libérer une entreprise, ça passe avant tout par se libérer soi-même. Bon visionnement. Fais la même chose et parce que je fais la même chose, je fais quelque chose de totalement différent. OK. Mais parce que tu avais dit une chose, puis qui m'a marqué, puis je me souviens quand je suis allée te voir après, je t'avais fait la remarque. Tu avais dit si j'avais à refaire, si j'avais à relibérer l'organisation, je le dirais pas, je le ferais. Est-ce que c'est ce que tu fais chez Copap? Oui. Chez Carrefour, j'ai réussi à pas le dire tout de suite. Enfin, j'ai commencé par le dire beaucoup, puis il se passait rien. Puis j'ai arrêté de le dire, et c'est quand j'ai arrêté de le dire, puis que je me suis mis à le faire, qu'il a commencé à se passer des choses. Et quand j'ai commencé à faire des choses, j'ai commencé à faire des choses sur moi d'abord. Et parce que j'ai commencé à changer des choses sur moi, ça a commencé à changer des choses à l'extérieur. Et puis il y a un moment où bah, les gens ont commencé à parler, mais même quand ils ont commencé à parler, j'ai pas forcément dit on est en train de faire l'entreprise libérée. En fait, je ne dis même jamais que c'est une entreprise libérée. Bon, ça n'existe pas une entreprise libérée, ça veut dire que c'est fini. Libéré, c'est un participe passé, c'est terminé. Au mieux, c'est une entreprise sur le chemin de quelque chose. Là où chez Carrefour, il fallait travailler la liberté, dans le sens où beaucoup de gens travaillaient sans avoir la possibilité de faire les choses à leur manière. À l'inverse, tous les gens de Carrefour étaient très à l'aise sur la notion de responsabilité. Parce que quand tu fais de l'alimentaire, naturellement, à tous les niveaux, le respect de la chaîne du froid, le respect des conditions alimentaires, tu le fais. Non. Chez Copap, la notion de liberté, elle est assez claire. Parce que beaucoup de gens sont des traders qui sont partout dans le monde et qui sont très à l'aise à faire les choses à leur manière et qui n'ont pas vraiment des vraies questions de liberté. À l'inverse, il y avait des vraies questions de responsabilité. D'être capable de travailler ensemble, d'être capable de collaborer, de construire quelque chose ensemble. C'est toujours l'entreprise libérée, ou du moins c'est toujours ma conception qu'un homme libre et une femme libre travaillent mieux qu'un homme ou une femme contrôlée. Quand j'ai démarré l'entreprise libérée chez Carrefour, c'est pas l'entreprise libérée que j'étais en train de chercher. C'était en train de me taper sur les nerfs de voir une entreprise qui n'avançait pas. J'avais l'impression qu'on était une machine, que c'était les processus qui nous gouvernaient, qu'on n'avait aucune vision à long terme parce que le quotidien nous mangeait et que l'agilité, le digital, la capacité à faire d'autres choses, on l'avait pas. Ça m'énervait. Vraiment, ça m'énervait. Alors j'ai essayé de le changer à l'extérieur, en cherchant plein de livres, plein de processus, en appliquant plein de processus. On a réussi à modifier quelques éléments à la marge. Puis quand j'ai voulu rentrer vraiment dans le cœur, là j'ai pris un gros blocage, une espèce de réaction immunitaire, tu vois. Je fais rentrer des, euh, je fais rentrer des éléments extérieurs au corps, et puis il y a des anticorps qui se génèrent en disant non, 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 on va pas faire ça, on va pas changer ça, ça bouge pas. Arrête de nous parler de tous tes trucs bizarres, là, parle-nous de business. Il y en a même une qui un jour m'a dit, tu voudrais pas arrêter de lire? Donc j'ai pris claque sur claque sur claque sur claque, jusqu'à ce que j'en prenne suffisamment pour que bah, justement, il y ait un autre livre qui apparaisse, et puis que j'accepte d'avoir un autre type de conversation avec d'autres personnes, et notamment avec Isaac Getz, qui en plus était mon ancien professeur d'école à l'ESCP, et qui m'a dit dans une conversation de 6 heures, walk the talk. Et puis si tu veux vraiment le faire, peut-être commence par toi, et puis il y a voilà le type de coach avec lequel tu pourrais peut-être y aller. Regarde, passe des coups de fil, tu verras bien. C'est là que ça a changé. Et ça a changé quand j'ai dit, OK, je vais aller regarder à l'intérieur.
pourquoi j'ai envie de le faire. Et en fait, au final, c'est pas Carrefour que j'ai libéré. C'est moi que j'ai libéré. C'est presque terrible à dire, mais il y a presque 16 999 personnes qui sont un dommage collatéral positif d'une envie du dirigeant de se libérer lui-même. Bon, il s'avère que ça a aussi des effets positifs. Mais fondamentalement, tout ce que je voyais à l'extérieur comme rigidité, comme incapacité à bouger, à aller assez vite, etc., c'était des choses qui me dérangeaient à l'intérieur de moi. C'est moi qui trouvais que moi-même j'étais trop rigide, que je trouvais que j'étais pas assez digital, que j'étais pas assez agile, que j'écoutais pas assez, qu'on n'allait pas assez vite. Tout ça, c'était mes problèmes à moi. C'était pas ceux de la boîte. Enfin, c'était peut-être aussi ceux de la boîte, mais de toute façon, je ne pouvais le voir que par mes yeux. Ou le matin où tu t'es dit, bon, mais je fais une transformation, ça partait d'où? Est-ce qu'il s'est passé un élément particulier? Un appel intérieur qui dit non, mais c'est pas possible, ça peut pas continuer à être comme c'est maintenant, il y a forcément autre chose, puis il faut que je le trouve. Puis tant que je l'ai pas trouvé, ça va pas. On peut pas être dans une organisation où il y a 17 000 personnes et où il y en a 10 qui décident. On est 17 000, il y a un comité exécutif de 10 personnes. Moi, j'ai appris en grande classe, secondaire 5, 6, 7, la loi statistique des grands nombres de Bernoulli, qui dit que globalement, plus il y a d'idées, mieux c'est. Et que statistiquement parlant, plus il y aura d'idées, mieux ça marche. D'ailleurs, quand je regarde la plupart des business models du monde, que je prenne les hedge funds, la pharmacie, la musique, le cinéma, c'est bien comme ça que ça marche. Il y a plein de projets, on en choisit plein, et puis on va en sélectionner 10 sur 1000, et puis sur 10, il y en a 8 qui vont perdre de l'argent, puis il y en a 2 qui vont gagner de l'argent, et puis il y en a un qui va rembourser les 1000 autres dans lesquels on a investi. On est sur un modèle statistique d'intelligence collective. Ensuite, je regarde la manière dont moi je prends des décisions chez Carrefour. Ben, je fais l'inverse. On est 17 000, il y a 10 personnes qui prennent des décisions, et à la fin, il n'y en a vraiment qu'une, c'est moi. Comment est-ce que moi, je peux être statistiquement plus efficace que 17 000 personnes? C'est impossible. Il n'y a pas un seul exercice de mathématiques statistiques dans le monde qui va donner comme réponse ça. Et pourtant, c'est comme ça que je dirige. Et puis pas seulement moi, parce que je vois quand même beaucoup de sociétés qui appliquent ça. Il y a même des sociétés qui sont dans les business, dans la base du business et cette approche statistique, qui font exactement l'inverse dans leur processus de décision. Ça ne fait pas de sens pour moi. Ça, c'est une quête. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ça ne s'aligne pas, ça ne s'accroche pas, ça ne se réconcilie pas. Comment on fait pour le réconcilier? Je vais le chercher à l'intérieur. Et qu'est-ce que tu penses de l'ego? Je vais te le faire dans une lecture psychologique sans avoir de background en psychologie. Donc ça va être de la psychologie par expérience. L'ego, pour moi, c'est ce qui crée la personnalité jusqu'à 20-21 ans. C'est ce dont tu as besoin pour pouvoir faire face à la société qui est autour de toi, à l'environnement qui est autour de toi. Il est absolument essentiel. Absolument essentiel. Tu as besoin de créer ta personnalité. Et puis à partir d'un certain moment, il prend trop de place. Parce qu'il a permis de répondre à des stimuli extérieurs. Mais il a aussi donné le temps pour que de l'intérieur, il y ait autre chose qui se construise. Il ne s'agit pas de le tuer. Ce n'est pas un combat avec son ego. Il s'agit de le remercier pour ce qu'il a fait pour nous à ce moment-là. Et puis, progressivement, de réduire les éléments sur lesquels il s'est bâti. Parce que c'était nécessaire qu'il se fonde sur ces éléments-là au départ, mais peut-être ces éléments-là aujourd'hui sont plus nécessaires. Donc oui, quelque part, il faut qu'il fonde un peu. Il faut qu'il laisse sa place. Il faut qu'il laisse partir. Il faut qu'il laisse passer. Parfois, je le fais comme ça. C'est quelque part beaucoup plus facile de fermer son poing que de l'ouvrir. L'entreprise de confiance consiste à ouvrir son poing. Et ce geste de lâcher, de se relaxer,
est beaucoup plus difficile à faire que le geste de serrer. C'est un peu là qu'est la transformation de mon ego. Est-ce que c'est le même phénomène qui s'est passé en libérant le Carrefour? Quand j'ai démarré ce sujet-là chez Carrefour, j'ai commencé la prise de conscience de relâcher mon bras. Mais le geste de relâcher ce bras est un geste continu qui ne terminera jamais. Il y a une image que j'aime bien qui est quand tu as une maison face à un ouragan, c'est souvent les vieux pêcheurs qui savent faire ça, puis qu'il y a un gros ouragan qui va tomber sur la maison. Le seul moyen pour que la maison ne s'écroule pas, c'est d'ouvrir les portes des deux côtés. Si tu fermes ta maison, si tu resserres tout, si tu mets des trucs sur les fenêtres et puis que tu coinces tout, la maison, elle va résister puis elle va tomber. Si tu ouvres les portes, le vent, il va passer à travers. Tu vas le sentir, le vent. Ça va secouer, ça va bouger tout dans tous les sens. Il y a toute la maison à l'intérieur qui va être cassée, mais le vent, il va passer. Faire passer ça, c'est beaucoup de travail et c'est un travail qui, je pense, pour moi, ne s'arrêtera jamais. Est-ce qu'il y a un prochain ouragan qui est en train de passer qui fait que tu libères, tu ouvres les volets, que tu laisses circuler justement l'ouragan, le vent de l'ouragan pour une prochaine étape? Est-ce que, Le confinement est un très bel ouragan. C'est une très belle opportunité d'ouragan. Pour moi, le confinement, juste dans sa partie confinement, sans enlever la gravité de la situation autour, c'est un cadeau qui invite à regarder à l'intérieur de soi. Puisque de toute façon, on est chez soi. Ouais, c'est un bel ouragan. souvent, on a tendance quand on est dans l'action, dans une vie quotidienne, il y a tellement de choses qui se passent que ce qui brasse, c'est facile de pas trop s'en préoccuper. C'est facile, même dans le confinement, d'essayer de ne pas regarder à l'intérieur de soi. Il y a tellement de choses à faire dans la maison, il y a tellement de choses à faire avec les enfants, avec la famille, etc. Il y a toujours un bon moyen de ne pas regarder. Dans ton entreprise, il y a des zones de lumière, celles que tout le monde regarde, et puis il y a des zones d'ombre, ou des points morts, des angles morts. Si je vais, moi, chercher à l'intérieur pourquoi j'ai ces zones d'ombre-là, puis que je les accepte, puis que je les regarde, je dis ok, j'essaie de mettre un peu de lumière sur ces zones d'ombre-là, ça va aussi mettre de la lumière sur ces zones d'ombre-là dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, un dirigeant qui est là, qui a entamé ses réflexions, qui veut changer les choses, qui a exploré son intérieur et qui voudrait se mettre en mode action, puis qui voudrait commencer à transformer son organisation? Qu'est-ce que tu lui dirais? Pourquoi tu veux le faire? En fait, c'est la seule question. Comment tu le feras? Tu trouveras. Je n'encourage jamais, puis vraiment sur celui-là, c'est jamais, un dirigeant à commencer une transformation par essayer de changer son organisation. Jamais. Regardez son organisation structurelle, son org chart, son organigramme, jamais. Parce que bien sûr, il va trouver des choses. C'est évident qu'il va trouver des choses. Mais s'il commence par ça, il ne pourra jamais faire le reste. Parce qu'il aura tellement traumatisé ces gens que derrière, le temps qu'ils reconstruisent la confiance, il n'aura plus envie de le faire. La douleur, c'est un mal nécessaire à aller plus loin, à traverser des épreuves. En faisant la différence entre douleur et souffrance. Quelle différence tu ferais entre douleur et souffrance? Une douleur, c'est ton corps ou ton organisation qui te dit ça fait mal. C'est un signe. Allez, c'est un KPI, si tu veux. Il y a ton corps, il y a un bout de l'organisation, il y a un truc qui dit ah, là il y a un truc qui va pas. Alors je t'indique que ça va pas. Tu m'écoutes? Très bien. Tu m'écoutes pas? Je vais te le dire plus fort. Tu m'écoutes toujours pas? Je vais te le dire encore plus fort. Puis à un moment, je vais te le dire tellement fort parce que je vais jamais arrêter de te le dire. Puis simplement, il y a un moment, je vais me mettre à crier pour le dire. Ça, c'est juste de la douleur, c'est un signe. La souffrance, c'est quand je le garde. Quand je dis je veux pas avoir mal. J'ai pas envie d'écouter ce truc-là. Donc je vais rester dans ce truc-là parce que j'ai pas envie de l'écouter. Puis il me le dit encore plus fort, j'ai encore moins envie de l'écouter.
Si je fais ça dans l'organisation, si j'ai ce qu'on appelle parfois un signal faible de quelqu'un qui dit « là, ça va pas », hein, je viens de me rendre compte que dans ce département-là, dans cette zone-là, allez, j'ai perdu 5 fois plus de personnes que les semaines d'avant. Ou bien mes accidents, ils augmentent. Ou bien c'est pas tant que le chiffre d'affaires il baisse, mais il y a un truc bizarre qui se passe, alors je lève la main. J'écoute pas. J'écoute pas la douleur. Non. La douleur, elle va se transformer en souffrance. Parce qu'il va le dire plus fort. Parce que ce qu'il est en train d'exprimer, c'est un symptôme de quelque chose. Je peux essayer de résoudre le symptôme. Non. Je lui mets un sparadrap sur la bouche, si possible. Arrête de le dire. Souvent, je vois ça en relève aussi parce qu'on est habitué de fonctionner dans un modèle, puis on recrée le même modèle, mais on ne sait plus pourquoi qu'on le fait, puis on le fait parce qu'on le fait, puis ça devient comme trop difficile de faire autre chose. Mais en quelque part, ce que j'entends, euh, c'est pas une série d'actions qu'on communique, c'est vraiment une transformation à l'intérieur de soi, puis le reste, ça va se faire, ça va vraiment se faire tout seul. Ta motivation à écrire ce livre-là, ça part d'où? D'abord, j'ai trouvé ça assez fun d'écrire. Hein. J'ai un certain plaisir à écrire. La première intention a été de caler mes propres idées, hein, de faire déposer tout ce qu'on avait réussi à faire chez Carrefour. Et puis ensuite de le partager, un peu comme une bouteille que tu envoies à la mer. Le lancement, je pense qu'il est en avril 2021 ou quelque part au début de l'année prochaine. Si tu avais un objectif à atteindre avec ce livre-là, ça serait lequel? Le livre en ce moment, il se vend en B2B. Il y a beaucoup d'entreprises ou de clubs qui le commandent en avance. Puis ça génère beaucoup de conversations. Puis c'est sympa, les conversations. Il n'y a pas un objectif chiffré sur le livre. L'objectif, c'est qu'il puisse inspirer ceux qui ont besoin d'être inspirés au moment où ils ont besoin d'être inspirés. Quand moi, j'ai démarré mon voyage sur l'entreprise libérée, il y a des livres qui m'ont trouvé. Pas moi qui les ai cherchés, il y a des livres qui m'ont trouvé. Hein. Le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization, il m'a trouvé. Il est arrivé à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, le message qui était à l'intérieur était un message qui allait résonner et que j'allais pouvoir entendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une bibliothèque et puis il y a un livre qui t'appelle un peu plus que les autres et puis en fait, c'est pas tout le livre que tu vas lire. Tu vas ouvrir une page au hasard et puis tu vas lire que cette page-là parce que c'est juste le message qu'il te fallait à ce moment-là. C'est ça qui va ouvrir quelque chose, qui va réveiller quelque chose en toi. Puis tu vas le refermer, puis tu liras jamais la suite du livre. Il y a ça, oui. Mais il y a aussi parfois les gens qui nous proposent des livres. Qu'est-ce qu'on va aller chercher en lisant ce livre-là? Un témoignage sur, d'abord sur le fait que c'est possible de le faire dans des grandes sociétés aussi, parce que chez Carrefour, on était 17 000. C'est un moyen de témoigner que ça marche. C'est aussi un moyen d'exprimer que une entreprise n'ira pas plus loin que là où son influenceur principal a été à titre personnel. Mon objectif est atteint parce que je voulais avoir du senti, puis le moteur de ta transformation, puis pourquoi tu as fait les choses, puis objectif atteint. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Pour ce temps-là. Oui, au plaisir de rééchanger à nouveau. Ça marche. OK. Bye-bye. Bye-bye. Tu te sens interpellé par ce qu'a dit Jean-Baptiste? Tu es préoccupé par ta culture? Alors joins le Culture Club. C'est facile, tu vas trouver un lien dans les commentaires de cette vidéo pour t'inscrire à la liste VIP. Ça va te donner la chance de t'inscrire 72 heures avant tout le monde au premier Culture Club avec lequel tu vas travailler sur ta transformation. Fais vite parce qu'il n'y a que 5 places.